spécialiste junior en relation avec les communautés à Radio-Canada en Ontario, où je vais animer le panel d'aujourd'hui à partir de Toronto. Donc, je serai votre modérateur et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce panel jeunesse d'adaptation à la COVID-19. C'est un panel qui permet aux jeunes Canadiens et Canadiennes de bénéficier de conseils concrets par des spécialistes et des professionnels du milieu de l'employabilité afin de s'orienter, de s'adapter plus facilement au temps incertain de la COVID-19. Et ce webinaire sera donc le troisième à son genre. Il sera sous forme d'entrevue le vécu des jeunes affectés par la crise et proposant un panel d'experts du milieu, que ce soit de l'employabilité, de la psychologie, des gouvernements, qui se penchent proactivement sur le cas de ces jeunes pour leur donner des solutions concrètes. Alors, je vous explique un peu de mots la formule du panel. La thématique du panel d'aujourd'hui portera sur les limites des solutions numériques aux mesures d'isolement, alors que notre routine quotidienne a dû subir une multitude d'épreuves d'adaptation en tout genre. Les outils numériques communicationnels, que ce soit les courriels, les appels, les visioconférences, etc., semblent présenter leurs limites pour répondre à certains besoins sociaux essentiels. Alors, quelles sont ces limites? Quels impacts auraient-elles sur la jeunesse canadienne? Que peut-on faire pour pallier les carences des outils numériques disponibles? Ce sera donc des sujets qui sont abordés, entre autres. On va parler des outils numériques communicationnels, on va parler des contacts humains et aussi une grande partie sur la santé mentale. Alors, tout au long du panel d'aujourd'hui, des liens vont être partagés dans le clavardage. Il y aura aussi un sondage, mais si vous ne pouvez pas tous les capter, ne vous en faites pas, il y aura une page de tous les liens qui sera envoyée en infolettre à la fin de la session. Et une partie des discussions va se faire en anglais, mais il y aura une traduction en français chaque fois qu'il y aura une intervention en français. Donc, je vais vous présenter les invités d'aujourd'hui. On a des jeunes panélistes, Ariel qui a 20 ans, qui est donc sur le programme Départ à Neuf du CSI Saint-Laurent depuis janvier 2020. Elle est voyageuse dans l'âme. Elle est allée vivre pendant 6 mois au Maroc pour découvrir cette culture. Et loin d'être carriériste, elle fait un retour aux études d'abord pour elle dans le domaine de l'herboristerie et la découverte du monde arabe. On aura aussi Ratija qui a 24 ans et est sur le programme aussi de Départ à Neuf depuis 2019 en octobre. Elle est arrivée du Liban depuis peu. Elle est artiste et elle aime les comics, les arts visuels. Elle est formée auprès d'une compagnie de design graphique. Elle est à l'écoute des autres et aime partager ses opinions. On aura aussi des professionnels, surtout dans le domaine de la santé mentale. On a Ahmed Abidal, qui est intervenant socio-professionnel au Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent et donc sera panéliste aujourd'hui dans le domaine de santé mentale. On aura Marie Balaman qui est de retour, qui était là au dernier panel. Elle est de Accessible, elle sera aussi panéliste. On aura Joël Monzet qui est docteur en neurosciences. Et bien sûr, l'équipe sera au complet avec François Raymond qui est chef de programme en employabilité à la Société de développement social. Il est donc coordinateur du panel. On aura aussi une habituée, Julie Dufour, chargée de projet à la Société de développement social. Et donc, je dois signaler qu'elle est formée en relation d'aide. Donc, elle sera aussi co-animatrice d'aujourd'hui. Et bien, je passe la parole à Julie qui va s'entretenir avec nos jeunes donc panélistes Ariel et Radija. À toi, Julie. Oui, bonjour, bonjour les filles, en fait, j'ai envie de dire. Je vais commencer avec Ariel, en fait, puisque j'allais dire ah non, voilà, Khadija, pardon. En fait, ça bouge, hein, alors on ne sait pas trop où on est. Euh, oui, en fait, je vais m'adresser avec Ariel d'abord, puis ensuite Khadija. En fait, on est curieux de savoir comment ça se passe pour vous, la situation. On voudrait savoir comment vous êtes adapté à la crise, comment elle vous affecte, en fait. Ariel, si tu peux. Donc, moi, ça a été assez mouvementé. Ça a été en phase, disons, depuis le début de la quarantaine, parce qu'au début,
j'avais une adaptation par rapport à ma vie sociale, mes études qui sont devenues en ligne, etc. Puis ensuite, ma famille a eu le virus. Ma mère était une travailleuse essentielle, donc j'ai eu une quarantaine absolue, disons. Alors, je ne pouvais même plus sortir pour faire des marches, pour avoir un peu de nature ou un minimum d'extérieur. Donc, ça a été quand même un choc. Et le fait que, vu que mes 3 autres membres de ma famille l'ont eu à consécution, donc mes 2 semaines continuent à être reportées. Donc, j'ai passé un mois et demi en confinement absolu. Mais ensuite, là, ils ont fait un testé négatif. Donc, je suis heureuse et j'ai recommencé un peu à revoir quelques amis à la fois, ressortir et tout. Donc, ça va mieux. Mais ça a été assez mouvementé. Oui, c'est ça. Tu as comme été doublement impacté par la situation, en fait, en quelque sorte. Fait que ce que j'entends, c'est que tu as été isolée de façon particulièrement intense. Comment tu as réussi à t'adapter à travers cette situation-là? Je tiens à dire que je me sens super privilégiée parce que je suis en appartement, j'ai quand même une grande cour, parce que ma famille en Italie, c'est quand même tous dans un bloc appartement, 10 personnes enfermées, alors que moi, je pouvais ne pas trop m'inquiéter sur le plan financier à cause de 1001 privilèges. Donc, j'ai pu profiter de ce temps-là pour faire des projets créatifs, pour lire, pour avancer mes projets de plantes et de potager, et avec les relations virtuelles auxquelles j'ai essayé de m'initier peu à peu, mais c'est pas la même chose que les interactions. Oh, je viens de voir un sondage qui vient d'apparaître. Est-ce que je réponds? Non, 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 non. C'est Fait que ce que j'entends, c'est que donc t'as essayé de t'initier aux relations virtuelles. Tu dis aussi que c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là? Ben, j'ai essayé, on va dire, disons, les appels avec les amis, puis les appels, conférences et tout. Et au fur et à mesure qu'on en faisait, ça s'est amélioré, disons. Mais c'est qu'il y a comme ce manque de réalité. Donc, les personnes qui s'entrecoupent, qu'on n'arrive pas à lire c'est quoi la réaction de l'autre, comment ça se passe, alors qu'on est déjà habituellement beaucoup plus attentif à c'est quoi l'énergie que nous avons en commun. C'est un safe space qu'on appelle ça quand on jase et tout. Donc, c'était assez particulier. Ah oui, je trouve ça intéressant quand tu parles d'énergie. C'est plus difficile à capter de façon par le numérique, en fait. Tout le langage du corps ou le langage plus subtil, les entrecoupements. Ouais. Exactement, c'est comme vous dites. Euh, donc, ben, tu abordes tranquillement les inconvénients des outils numériques. Donc, est-ce que ça a été plus difficile pour toi, l'isolement, ou est-ce que tu étais isolée toute seule ou bien tu vis en colocation, en famille? Et je vis seule en appartement au-dessus de chez mes parents. D'accord. Donc, j'ai été seule en majorité, mais parce que mes parents, à la base, quand ma mère l'a eu et ensuite mon père, ils ne voulaient pas être en contact avec mon frère et moi pour ne pas nous contagier. Mais les deux, on voulait quand même être présents pour pouvoir les aider, pour voir les deux. Donc, j'ai été en contact avec ma famille, mais pour moi, ça a été un beau moment de nouage familial, passer du temps en famille. C'était comme un petit voyage, on regardait des vidéos ensemble, on passait du temps en famille. Mais j'ai quand même été seule pendant un petit bout et pourtant, ça m'a quand même fait du bien. Finalement, c'était pas quelque chose qui est allé à l'encontre de ce que j'avais besoin dans mes besoins pour ma santé mentale, pour ma personne et tout. J'avais besoin de ce moment d'isolement, ce moment de recul et repli sur soi-même. Donc, au final, ça a été quand même plus avantageux qu'autre chose. Intéressant. Aussi, tu avais des contacts humains réels et puis d'autres virtuelles. Tu as aussi parlé du fait que tes études étaient passées en ligne. Quelle difficulté tu as éprouvée par rapport à ça? Toutes. C'était vraiment pas idéal. Surtout que là, je sais que la session prochaine est aussi en ligne, mais je pense que les enseignantes ont plus de temps pour s'adapter et préparer leurs cours. Alors que maintenant, ça a été vraiment fait graduellement, mis comme des pansements un par-dessus l'autre. Donc, ça a été comme tous mes profs qui nous ont un peu abandonnés à nous-mêmes, dans le sens où euh, on se faisait
harcelée de courriels constamment de tous les établissements. Je suis à l'UDM et aussi dans une académie d'herboristerie, donc plein de courriels pour plein de mises à jour, mais qu'on se perd là-dedans. Et comment mes enseignantes ont procédé, c'est qu'ils nous envoyaient les informations, les diapositives ou les documents pour qu'on se les enseigne à nous-mêmes. Et après ça, on avait des examens ou des trucs à remettre. Donc, j'avais plus ce rapport de comme, ah, à quoi ça me sert de me faire enseigner de quoi si au final, c'est comme si j'allais lire mes propres livres ou m'enseigner des notions par moi-même. Sinon, j'ai eu quelques cours par Zoom où on lisait des notes de cours ensemble, mais que même à ça, c'était un rapport où comme j'aurais pu les lire par moi-même seule. Donc, c'était une adaptation assez particulière et ça m'a pas vraiment renchéri de manière académique, je dirais. Ouais, je comprends. Tu sais, en fait, le manque de relation faisait que ça perdait un peu de son sens, ouais, je comprends qu'il y avait un travail que tu pouvais faire seul, comme tu ne comprenais pas trop. Exactement. Puis c'est qu'il y avait la confusion totale. J'étais pas en contact avec d'autres étudiants, étudiantes, donc je savais pas comment me placer. J'étais vraiment comme, je me sentais laissée à moi-même, ce qui me dérange pas en termes d'autonomie, mais c'est juste que j'ai pas d'informations. J'ai quand même tous mes examens, mes trucs à remettre, mais on nous donne pas d'informations parce que quand on posait des questions au prof, il nous disait aussi, ben nous aussi on ne sait pas. Nous aussi on n'est pas au Mhm. courant. Donc c'est un peu l'inconnu, la perte de contrôle, ouais, non, l'improvisation. Ouais. J'ai l'impression que ça fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ouais, ça va, merci. C'est correct? OK. De toute façon, l'échange va se poursuivre avec les autres panélistes. Fait que, Radija, Voilà, oui. merci beaucoup Ariel. Et puis, donc Julie, là, tu vas passer la parole à Radija. Mais je dois aussi signaler que donc elle va répondre en anglais et donc François va donc nous aider dans la traduction. Alors Julie, vas-y. Donc on a hâte vraiment d'écouter la conversation avec Radija. Oui. Mais Radija, on m'a signalé que tu comprends très très bien le français, fait que je peux m'adresser à toi en français sans problème. Puis, Yes, that's okay. j'aurai pas de difficulté là-dessus non plus. De toute façon, François sera là pour nous aider. Fait que ben, je suis enchantée d'avoir ce moment avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment toi tu as vécu cette situation? Well, historically speaking, at first, I was very ecstatic when, I'm not gonna lie, like when they first started to announce when there's a pandemic and everybody should stay isolated. As an introvert, firstly, and an anxious person with depression and mental issues, I thought it would be a major break for me to work on my personal projects and to work upon myself for developing my my abilities to cope. But then as it progressed with time, I slowly realized that that's not the case, and it slowly snowballed into something with more anxiety and with more fear from the unknown, basically, what I'm saying. But currently, I'm trying to find a middle ground between a horrible fear of the unknown and between a break from all the things that from the everyday life. I'm trying to find a balance between these both these extremes, and so far it has been good today. So. Alors, pour traduire, Khadija, dis-moi si jamais j'en manque quelques bouts. Alors, initialement, au début de la crise, il y avait un certain excitement vis-à-vis comme toutes les mesures d'isolement parce que, comme étant anxieuse et souffrant de dépression et des troubles d'anxiété, Khadija trouvait que c'était une excellente occasion pour travailler sur soi, avoir le temps là, de manière posée
de travailler sur ses problèmes. Et par contre, plus le temps avançait, il y a eu comme un effet boule de neige avec le non-su sur toutes les annonces, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, comment... c'est ça, qu'est-ce qui m'attend. Il y a eu un effet boule de neige d'anxiété et là, c'est devenu moins drôle. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elle disait, c'est qu'elle va un peu mieux, elle est en train de développer ses propres méthodes. Alors, tu avais un beau sourire en plus quand tu nous disais ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as développé pour trouver l'équilibre? Well, it's mostly working on what you're passionate about. That's what I have been discovering recently. Usually it's discovering, once again, I'm saying this as an anxious person, when you have an anxiety attack, you tend to be more fearful about things that are usually irrational. And it's the things that you are mostly passionate about is what makes you more down to earth and more rational about things that it might be out of your control. So usually it can be your hobbies, your I don't know, music sometimes can soothe your fear from things that out of your control, that are out of your control. And for me, it's working on projects like comics and writing and visual art, generally speaking. Donc, pour un de ces mécanismes le plus, je dirais, efficace, c'est de trouver qu'est-ce qui la passionne. Donc, Khadija a réalisé qu'en tant qu'anxieuse, on a souvent peur, nos peurs proviennent souvent de l'irrationnel. Et donc, les passions, les intérêts, ça a un effet pour elle de la ramener sur Terre et de voir plus clairement. Et donc, la musique est une chose qui peut l'aider dans des moments d'anxiété, mais aussi là, vraiment des passions plus concrètes, comme je pense que Winx, vous vouliez dire bande dessinée en français, drawing comics, et aussi l'écriture et les arts visuels qui l'aident beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est des passions que tu savais que tu avais ou tu les as découvertes grâce au confinement? Well, I've been working on that for 10 years now. I have been making a list of what makes me most comfortable. That helped me a lot. So I would say yes, I have been discovering it for a very long time now. Okay. Donc, ce que Khadija disait, c'est que ça faisait, en fait, ça fait bientôt 10 ans, là, ou à peu près 10 ans qu'elle travaille sur ça. Alors, elle a une liste de choses qui peuvent la faire cliquer et moins cliquer. Mm-hmm. Intéressant de tenir ce genre de liste sous la main. Est-ce que tu as utilisé le numérique pendant ton confinement? Comment tu te sens par rapport à cet outil? What is the numérique? Like the web, internet, or okay. Zoom conferences and such. Well, I have always been passionate about the internet or the virtual world in general. It helps me, for example, as an artist, to gather up things that, like mood boards, and mostly things that I can help me with my art and with my projects generally. So amongst other things, also helping to connect with people and my family abroad and my former coworkers also. So it helps in a way. If used in the proper way, it can help you to soothe your
your fear generally. It makes you connect to people inside. Donc, pour traduire, elle, ce que Khadija dit, c'est que le monde virtuel, en fait, elle le trouve très bénéfique pour l'aider dans ses démarches. En tant qu'artiste aussi, l'Internet, je pense que ça l'aide à trouver plusieurs sources d'inspiration. J'ai entendu le mot-clé de design graphique, mood board. Donc, alors, ça peut l'aider beaucoup. Et au niveau des contacts, de ce que j'ai compris, Khadija peut parler à sa famille à l'étranger, des anciens collègues de travail. Et ça aide en fait à réduire l'anxiété. Alors, donc, je pense qu'en général, elle voit ça d'un œil plutôt positif. C'est bien ça? Tu as utilisé l'expression use properly, donc utiliser correctement. Est-ce que toi, tu as pu voir comment dire, est-ce que tu as pu tester l'usage moins approprié du numérique ou... Well, can you elaborate a bit more on that? En fait, oui, en fait, comme le webinaire est au sujet des limites du numérique, je voudrais savoir si toi, tu as pu expérimenter les limites du numérique. Well, I'm not sure what you are referring to by that, but it's usually, the internet usually has its people who might abuse it sometimes. I try to stay away from the things that probably keeps me away from my goals and my ambitions towards, like, sometimes there's on the internet there's things that I'm trying to find the correct word here, that I can't find it, sorry. So they keep me away from the things that I want to do most. So I try to put a border on, you know, my time of usage of the internet, and whether any website can help me achieve anything that I need to do by visiting it. I'm not sure how to explain it a bit further, but this is how I work usually. So borders, and sometimes getting out of the box once in a while. Donc, Khadija dit que, bon, par rapport aux limites du numérique, elle n'est peut-être pas certaine de comprendre la question, mais elle essaie de rester loin de ce qui peut la distraire de ses objectifs. Peut-être pour mettre des mots, j'imagine, est-ce que c'est comme la surutilisation des réseaux sociaux ou des choses comme ça qui peuvent la faire bifurquer? Est-ce que je me trompe? Non, ça va. Et donc, alors, quand elle utilise le monde virtuel en général, elle dit débalise. Débalise pour pas trop la distraire, justement, les effets négatifs. Voilà, merci beaucoup pour Julie pour cet entretien avec Khadija. Alors, après les deux jeunes, nous avons aussi des professionnels dans le domaine de la santé mentale. Alors, notre premier invité donc, à ce panel, ce sera Ahmed Abidad, qui est intervenant socio-professionnel auprès du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent. Alors, Julie, donc voilà, un peu de mots. Tu peux discuter avec Ahmed sur justement le sujet d'aujourd'hui. Oui. Alors, bonjour Ahmed. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de Départ à Neuf? Qu'est-ce que c'est exactement ce service qui est offert dans les Carrefour Jeunesse Emploi? Oui. Ok, ben, on va expliquer ça en quelques temps. Départ à Neuf, en fait, c'est un programme du Carrefour Jeunesse Emploi qui existe en fait dans tous les Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal, en tout cas peut-être même ailleurs en dehors de la ville. C'est un programme fait pour des personnes âgées entre 18 et 29 ans qui ont, je dirais, pour la plus grande majorité,
en commun d'être un petit peu perdus dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils vont, ou qui rencontrent certaines difficultés très particulières à chacun. Moi, quand j'ai rencontré Ariel qui est venue nous voir, c'est qu'elle a été référée par une autre personne qui était déjà sur le programme. Ariel, c'est quand même, et puis même Khadija, je trouve, c'est quand même des personnes très très à part parce qu'elles ne sont pas si perdues que ça au final. Mais et elles savent très bien où est-ce qu'elles s'en vont, elles savent très bien où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça fait des personnes très faciles à travailler avec. Mais l'idée, c'est ça. C'est principalement des personnes qui ont besoin d'un coup de main, comme pour toutes les personnes qui viendraient dans un Carrefour Jeunesse Emploi, c'est-à-dire venir chercher de l'aide pour soit trouver un job, ou retourner aux études, ou même créer son entreprise, créer son activité. On fait pas mal d'entrepreneuriat aussi. Donc, Départ à neuf, c'est ça, concrètement. Okay. Comment est-ce que vous vous êtes adapté avec la situation comment vous avez... L'adaptation a été quand même assez rapide. On est en télétravail depuis le 16 mars maintenant. Donc, on n'a pas vraiment eu le choix. On a répondu très, très rapidement. Pour rappel aussi, Départ à neuf, c'est aussi un programme sur lequel les jeunes doivent s'investir en minimum 15 heures par semaine au moyen d'ateliers collectifs et de rencontres individuelles. Donc ça, c'est quand même une forme qu'on a essayé de maintenir. Donc je pense comme beaucoup d'autres départs à neuf de la ville, on s'est tous concentrés sur Zoom pour faire des rencontres collectives. On a pris la décision avec ma collègue Amélie, avec qui je travaille sur ce programme, de maintenir une rencontre par semaine sur Zoom parce que comme Khadija le disait dans sa présentation, on pensait que c'était un très très bon temps pour chacun d'eux justement de prendre du temps pour eux puis de travailler sur leurs objectifs et leurs affaires. Nous, on maintenait un contact avec eux à chaque semaine en individuel, plus un contact collectif, comme je le disais, en fait, tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h. On a beaucoup été aidés, en fait, on s'est beaucoup parlé avec les autres intervenants des Départ à neuf de la ville de Montréal, donc je les remercie grandement pour ça. On a comme discuté de nos pratiques, on a essayé de trouver des manières de faire différentes, manières d'aider les jeunes à penser à l'après-Covid, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup là, leur donner peut-être certaines instructions qu'ils avaient déjà sur les réseaux sociaux, un peu de partout, mais on avait vraiment à cœur de les faire penser à un après, à les aider à se projeter dans le futur. Oui, c'est ça, tu dis pas évident parce que ça fait le lien avec ma prochaine question. Je voudrais savoir qu'est-ce que, en tant qu'intervenant, qu'est-ce que tu as constaté comme effet de l'isolement sur les jeunes? Je dirais qu'après, chacun a eu sa réaction. Il y a du monde qui ont pu en profiter, qui ont réussi à faire un travail sur soi. D'autres personnes, Ariel, tu as expliqué ta situation, tu m'aides beaucoup là-dedans. C'est qu'il y a des personnes comme Ariel qui ont vécu des choses comme pas évidentes. J'en ai d'autres qui ont vécu encore, je ne peux pas comparer les problèmes, mais d'autres personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus dramatiques que ça, où il y a eu des décès. Donc même moi, mon travail en tant que tel, il a changé en termes d'accompagnement sur la recherche d'emploi. On est vraiment passé sur l'intervention psychosociale pure et dure, ce qui reste très intéressant, mais qui est comme pas évident sur le moment. Je vois que Patrick est réapparu. Je sens que c'est déjà presque la fin de notre temps. Oui, c'est ça. Donc, un grand merci à Ahmed, qui est intervenant socio-professionnel au Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent. Mais nous avons aussi notre invitée panéliste parmi les professionnels. Elle n'est pas nouvelle au webinaire. Elle était là au webinaire qu'on a fait dernièrement. Donc, Marie Balaman, qui est de Accessible, qui est aussi panéliste à santé mentale. Alors, Julie, à toi la parole. Donc, on a d'entendre ta discussion avec Marie. Alors, Marie, je vais aller
plus rapidement dans le vif du sujet, puisque tu as déjà eu l'occasion d'expliquer l'organisme accessible ASMT la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais partager avec nous les effets que tu as pu observer du confinement sur les personnes qui vivent de l'anxiété et notamment de l'anxiété sociale? Oui, bonjour tout le monde. Hein. Bonjour Ariel et Khadija aussi. Merci d'être venus. C'est bien courageux de votre part. J'espère pouvoir vous aider un petit peu là-dedans aussi. C'est sûr, nous, on est un organisme en santé mentale et employabilité, donc il y a différents cas de figure. Mais pour les personnes qui vivaient plus d'anxiété sociale, d'une certaine manière, d'abord, ils ont été un peu soulagés de se dire « Ah bon, c'est moins confrontant, j'ai plus à prendre les transports communs, j'ai plus à m'exposer à une foule, à du monde. » Mais au final, on se rend compte qu'avec, c'est comme un peu par vague, hein, comme vous l'avez dit, vous deux, il y a des up and down, hein, c'est vraiment comme des phases. Il y a la phase après de se dire, bon, je me replie un peu plus aussi sur moi-même et ça va être peut-être plus difficile le déconfinement après quand ça va reprendre, de remettre en place des outils pour être confronté aux autres, à la foule ou à nos défis, à nos difficultés. Donc, il y a un côté d'abord soulageant, mais après, qu'est-ce que ça va être la suite hein, aussi? Et là, ça crée plus d'anxiété de se projeter dans du moyen terme, du long terme, dans du futur. Donc, on constate que des fois, il y a des outils qui ont été mis en place qui est comme une forme de régression d'une certaine manière dans l'avancement des outils, dans la pratique. Mais c'est ça, de toute façon, tout parcours est non linéaire. Hein. On sait, dans la vie en général, on fait des pas en avant, des pas en arrière. Si on pense toujours aller de l'avant, ben non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vie aussi. Donc, c'est un peu plus renforcé avec cette situation de confinement. On en a un petit peu discuté et tu m'as expliqué que pour le déconfinement, votre organisme envisage d'offrir des services hybrides, donc de garder l'utilisation du numérique pour certains ateliers et en même temps d'avoir des rencontres lorsque ce sera possible. Est-ce que tu peux m'en dire plus pour les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'aller vers des services hybrides? Voilà, on est en train de faire le plan. Pour l'instant, il n'y a pas de date parce que ça dépend beaucoup comment va la situation. Mais c'est vrai que nous, on est un service de groupe, un peu comme aussi des Paraneuf. Là, c'est du groupe. Et le groupe en virtuel, ce n'est pas la même chose que le groupe en vrai. Hein, on ne peut pas créer les liens de la même manière et tout ça. Donc, on s'est dit, bon, comme on ne peut pas reprendre en présentiel tout le temps, puisqu'il y a la réalité qui est là, essayer de faire quelque chose d'hybride pour pouvoir avoir au moins l'aspect un peu plus, comme on le disait, de se voir, de voir le non-verbal de l'autre, de plus humain, de plus chaleureux, comme tu parlais, Ariel, d'énergie aussi. Donc, essayer de voir, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas forcer les gens. Il y a des gens qui ne seront vraiment pas à l'aise avec revenir dans les bureaux, comme d'autres qui le voudront vraiment. Donc, on va y aller un peu quand même aussi à questionner les participants et à voir un peu leurs besoins. Mais dans un idéal, on ferait un peu des deux pour pouvoir avoir le bon du numérique et le bon du présentiel et essayer de faire quelque chose d'hybride comme ça. Oui, c'est ça, j'aime quand tu parles de chaleur dans le numérique. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aborder la question avec Ahmed, mais en échangeant avec lui pour se préparer à ce webinaire, il m'avait indiqué qu'ils avaient prévu des plages horaires de Zoom où les participants mangeaient ensemble, juste pour insuffler justement un petit peu de chaleur dans l'outil. Je vois que tu fais oui de la tête, oui, parce qu'en fait, dans le virtuel, la communication est différente. On ne peut pas faire les mêmes ateliers, la même longueur de l'atelier. On a vite mal aux yeux, on se frotte les yeux, on a vite mal à la tête. Donc, on va souvent plus vers l'essentiel et plus peut-être théorique. Mais le côté informel pour créer des liens, pour se faire confiance, pour susciter l'entraide et tout ça, a tout autant son importance. Donc, c'est important, moi, je pense, d'avoir aussi ce temps-là. On a peut-être moins le temps d'aller, on pense peut-être moins que ça aide à aller de l'avant, mais ça a plus de sens qu'on le pense sur la santé mentale, de créer de l'informel, de créer des moments plus légers aussi en rencontre. Bon, nous, en équipe, on fait un 5 à 7 virtuel chaque semaine, mais aussi avec les participants, s'il y a des potlucks ou des moments comme ça un peu plus informels, ça développe l'humanité, le côté humain.
Moi, j'ai une petite question à poser aux deux jeunes panélistes par rapport à ça, justement. Est-ce que vous ressentez un manque de chaleur humaine ou une froideur de trop avec les conférences Zoom? Est-ce que vous voyez les mesures de déconfinement à venir? Bon, je comprends que le vaccin n'est pas là, mais est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ou d'un œil anxiogène? Je parle par rapport au contact humain, là. Ariel, tu peux commencer si tu veux. Donc, par rapport au volet chaleur humaine, oui. Surtout que, on va dire, même dans les personnes que j'ai pu revoir dans des 1 à 1, il y a plus de contact, il y a vraiment comme une coupure de les interactions comme corporelles, juste genre des câlins, le sentiment, tout énergétiquement, il y a vraiment cette distance de précaution, puis ça change beaucoup de choses. Donc oui, en termes de chaleur humaine, etc. Et par rapport à comment je perçois le déconfinement, je le perçois pas. Vraiment, j'ai accepté que l'inconnu, c'est l'inconnu et que j'essaie de me défaire de c'est quoi le sentiment de contrôle par rapport à plusieurs choses. Et comme on parlait de comme il n'y a pas de linéarité, qu'est-ce qu'est le futur, c'est quoi l'instant présent, c'est quoi... Ça vient avec les mille et une crises existentielles qui sont venues pré et pendant le confinement. Donc, je ne perçois pas le déconfinement, je ne peux pas l'anticiper, je vais juste le vivre aussi graduellement qu'il va se dérouler. Donc, toi, c'est un lâcher-prise, là. Ouais, exactement. And you, Khadija? Did you? Yeah. Well, yes and no. Usually it's like Ariel said, sometimes you can be extremely privileged in some places. I have all of my family here. I am currently living with them. I have my mother's side of the family. They're Canadians. They're living here too. But the negative side of things are sometimes you can be lonely even when your family is with you. Sometimes you have to usually personally I like to meet strangers sometimes to have to be involved with my own personal social life. And when the pandemic struck, I had a lack of you know, this sort of form of contact. So my familial you know, connections are there, but I am also lacking you know, the personal social life, so to speak. Donc, ce que Khadija disait, c'est que, bon, elle vit avec sa famille présentement, alors des contacts humains plus chaleureux, elle est capable d'en ressentir, mais par contre, une chose qu'elle aimait faire, c'était de pouvoir parler à des étrangers parfois. Et là-dessus, même avant la crise, je pense qu'elle disait que c'était une certaine carence des contacts sociaux avec d'autres personnes en général. Et donc, je pense en concluant, c'est quelque chose qui vous manque aussi là, dans son ensemble. Merci, les filles. Bon, merci beaucoup, François. Merci pour les interventions. Merci aussi à Marie pour donc sa partie. Alors, Julie, je vais repasser à toi. Donc, tu as quelques minutes pour discuter avec Joël Mondet, qui est docteur en neurosciences, qui intervient aussi pour parler sur ce sujet du panel d'aujourd'hui. Donc, à toi, Julie. Merci. Alors, bonjour Joël. Bonjour. On ne vous voit pas, pareil. Ah, non, voilà, c'est votre animateur qui votre aide qui avait bloqué la caméra pour le temps des premières entrevues. D'accord. Ben, merci de votre participation. Vous êtes docteur en neurosciences et Oui. Je serais curieuse de parler avec vous de l'effet des technologies sur le fonctionnement de notre cerveau. En fait, il faut considérer que les technologies, le numérique dont on parle depuis tout à l'heure, il y a trois grandes familles en fait d'activités.
Il y a celles qui nous permettent d'apprendre, de se renseigner, de développer notre culture générale. Donc, si quand moi j'étais gamin, j'allais chercher une encyclopédie papier, aujourd'hui, on a des ressources. D'ailleurs, la plupart des encyclopédies sont passées sur Internet. Il y a Wikipédia et d'autres moyens pour, plutôt que je doive me déplacer dans une bibliothèque universitaire, je peux avoir accès, en fait, à des documents directement en ligne. Donc, c'est quelque chose qui nous fait même gagner du temps en tant que tel. Il va y avoir une deuxième catégorie d'activités numériques qui est comme celle qu'on utilise pour le moment. On fait des échanges, on peut être à plein d'endroits différents de par le monde et permettre justement de se rassembler pour discuter d'une thématique particulière ou simplement deux amis ou deux amis qui ont le goût de se parler ou un groupe qui a le goût de prendre un verre ensemble. Donc ça, ce sont des aspects qui sont essentiels, qui globalement ne vont pas nécessairement poser de problème à la personne, excepté la sédentarisation, parce qu'à force d'être continuellement en fait dans un salon ou sur sa chaise de bureau, mais c'est certain qu'il y a un risque d'ankylosage, il y a un risque de perdre de la masse musculaire, il y a un risque de développer des problèmes comment dire, cardiaques et autres, ce qu'on n'avait peut-être pas il y a une cinquantaine d'années parce que même la voiture était beaucoup moins développée que ce qu'elle l'est aujourd'hui. La troisième catégorie, c'est celle-là qui nous pose problème. En fait, la meilleure manière de pouvoir l'aborder, c'est, je posais en fait à tout le monde, vous pouvez répondre pour vous, c'est que quand vous voyez votre morceau de tarte préféré, est-ce que vous commencez par la partie que vous aimez, par exemple les fraises, le citron ou la crème chantilly, ou vous commencez par la croûte? Et en fait, cette question-là va vous aider à comprendre deux structures dans votre cerveau. Deux structures qui sont en train de se disputer, l'une qui va vouloir absolument avoir le contrôle sur l'autre parce que ça amène une grande libération de dopamine dans la partie gauche du cerveau et qui va vous dire hey, continue, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord? Et elle va nous pousser à faire et à refaire les choses, au même titre que quand vous mangez un morceau de chocolat, que vous faites l'amour ou que vous faites une activité que vous aimez bien, d'accord? Il va y avoir une grande libération de dopamine qui va vous dire hey, continue là-dessus. Le problème, c'est que la scolarisation, d'apprendre quelque chose, de se discipliner, d'accepter que la réponse ou la récompense vienne plus tard. Parce que, par exemple, quand on étudie dans un cours, que ce soit le cours de 50 minutes ou que ce soit une session de 3 mois, voire plus longtemps si la formation est plus longue, c'est certain qu'il faut être capable de délayer, en fait, la récompense. Et là, c'est une autre structure qui va être très importante. Et cette structure-là, c'est elle aussi qui va faire en sorte que la mémoire va être efficace. L'ordonnancement des connaissances va être efficace. Et donc, on a une lutte entre celle qui veut le plaisir immédiat et la capacité de délayer à plus tard, en fait, une récompense. Et plus on va utiliser du numérique de type jeu vidéo et chatting, plus on va être dans la première. Et là, ça peut créer, au moment où on ne l'a pas suffisamment, la dopamine n'est plus libérée assez, ça crée du stress, ça crée de l'angoisse et ça peut amener la personne, en fait, dans des comportements qu'on ne souhaiterait pas d'un point de vue social ou d'un point de vue scolaire. Est-ce que je fais le pont avec Ariel et Radija? Est-ce que ça fait écho avec ce que vous avez vécu, ce que M. Joël Mondet dit? Radija, tu veux parler? Ben, oui, je comprends. Moi, j'ai plus accroché sur un point particulier qui était celui de la mémoire, entre autres, de comment ça vient affecter le fait d'avoir un stimuli, mais constant et multiple à longueur de journée. Puis ça vient ça avec l'émergence de la technologie, des réseaux sociaux et l'évolution de celle-ci. Et le fait que maintenant, on peut percevoir que notre... en anglais, c'est attention span, diminue de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué avec mes réseaux, toutes sortes de médias. Mais par rapport à qu'est-ce qui est récompense et dopamine et tout, j'ai de la misère à percevoir qu'est-ce qui vient de quoi, parce que moi aussi, j'ai certains troubles de la santé mentale, donc je ne peux pas forcément discerner qu'est-ce qui vient de la technologie, qu'est-ce qui vient du confinement, qu'est-ce qui vient de mes propres scénarios qui viennent de ma tête, etc. Mm-hmm. En fait, ce qu'il y a, c'est que le numérique va compliquer la situation. Il
faut surtout voir ça comme étant quelque chose qui va compliquer. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une difficulté d'attention ou une difficulté de concentration, d'accord, ne serait-ce que parce qu'il y a trop de stress ou que le cours qu'il étudie ne l'intéresse pas plus que ça, mais il doit passer à travers, ou qu'éventuellement, il y a quelque chose qui, au niveau à la base, est un peu plus problématique. Ça, on va tous, en fait, avoir ce genre de situation-là. Mais le numérique va compliquer la chose, surtout si on a l'habitude de faire du chatting ou de faire des jeux vidéo. Parce que si je me sens impuissant à être capable de pouvoir gérer ma vie parce que je suis confiné dans mon appartement, mais qu'en tuant des zombies continuellement, je retrouve un peu de puissance, mais c'est certain que c'est plus difficile après de se dire, OK, je me concentre sur mon travail, je me concentre sur mes affaires. La même chose si, pendant que je suis en train de travailler, d'étudier ou d'interagir, j'ai continuellement des notifications qui rentrent dans mon ordinateur, mais à chaque fois, ça demande un effort pour revenir. Mais le cerveau fonctionne un peu comme un muscle. Plus on s'entraîne à le faire, plus on s'entraîne en fait à éliminer un certain nombre de choses et se dire, OK, pour l'instant, je fais mon travail. Pour l'instant, je lis mon livre. Pour l'instant, je fais ça. Et plus le cerveau va être capable d'aller chercher la deuxième structure qui va nous donner la possibilité de délayer la récompense et de considérer que la récompense va venir plus tard. Et à ce moment-là, ben, on va renforcer en fait nos outils, on va renforcer notre disposition, mais c'est certain que ça demande un effort au même titre que si je voulais faire un marathon, je ne peux pas aller courir 42 km demain matin. Il va falloir que je m'entraîne pendant des mois pour être capable de le faire. Non, il faut vraiment voir notre capacité de concentration, notre capacité d'attention et de mémorisation comme un entraînement de marathon en se disant, ben, il va y avoir des étapes et plus je vais franchir ces étapes-là, plus ce sera facile et de se dire, OK, c'est normal que c'est difficile, mais je peux m'en sortir. Mhm. Ça fait penser aux fameuses barrières dont Khadija parlait au début. Oui. It's funny how you mention these things because it's especially when you mentioned the thing about video games. I had a different experience when it comes to video games. Usually it's granted you have to make boundaries when it comes to your when you're handling the technology and everything that has to come to it. But personally, I had video games have inspired me to make to be better at what I do. So also you have to limit your usage of video games and everything that has to do with technology. But sometimes you have to battle discover your extreme, how you can this might be very contrary to what I've said before, but it's when you develop your person as when you're trying to develop as a person, it comes to the thing where you have to make everything timeless. Of course, when you're talking about time management, it's very important. But sometimes you can discover your boundaries at a certain extent to discover that this is where I stop and this is how I regulate my time management skills, if you understand what I'm saying. And you see video games like that, from what Yes. I understand. Yes. OK. Donc, pour traduire, je pense qu'Khadija dit qu'elle comprend très bien là, ce que M. Monzé avance, notamment aussi là, justement sur le... Excusez-moi, je perds mon fil d'idée. Ce qu'elle voulait dire, par exemple, c'est que les jeux vidéo, elle considère ça un peu différent parce que c'est un moyen de tester ses propres limites, ses passions. Il y a un autre cadre dans les jeux vidéo qui est peut-être différent dans ce cas-ci du petit système de récompense, là, des notifications Facebook, Instagram, etc. Is that about it?
I'm sorry if... Okay, you can. Yeah, it's. I guess it's what I'm saying. Yes. What would you like to precise on that? I can translate. Well, what I'm saying is video games are different from social sites like Facebook or Instagram or something like that. Video games are a whole different experience when it comes to your creative side of things. Usually, So it can get your creative side. Yes. If you dedicate a certain time to video games, or like in maximum like 2 hours or so, it can change your perspective sometimes. So I highly encourage playing video games, but of course you have to have a certain limit to it. Bon. In contrast to Facebook notifications and social media in general. Bon, alors j'avais à peu près compris, mais c'est ça, il y a une distinction vraiment à faire pour elle entre les réseaux sociaux et les jeux vidéo, même s'il y a une dépendance qui peut être faite par rapport aux jeux vidéo. Les utiliser, ça peut être une grande source d'inspiration, ça peut nous aider à changer notre perspective, à voir ses limites. Je pense qu'il y a des skills là-dedans aussi. Alors, il y a un autre œil quand même à voir par rapport à cela. Là, je pense qu'on est en train de... Oui. J'ai aussi entendu que avec des limites. Je pense que c'est un peu la clé, puis je pense que ça correspond aussi à ce que M. Monzi disait, c'est-à-dire que on entraîne son cerveau à se concentrer sur une chose en particulier et en même temps on se donne des limites, n'est-ce pas? Yes, of course. Bon, mais en fait, il faut voir ça vraiment comme étant comme l'alcool. C'est pas parce qu'une personne prend un verre de vin par jour que nécessairement il y a un problème. Mais si elle n'est pas capable de se passer de son verre de vin à tous les jours, qu'elle tourne en rond dans sa maison, dans son appartement, parce qu'il n'a pas eu ou elle n'a pas eu son verre de vin, c'est là qu'il y a un problème. Et si la même chose, c'est plus un verre de vin, mais c'est une bouteille de vin par jour, c'est là qu'on va avoir un problème. Et puis si ce n'est pas du vin, mais du whisky, et que la personne consomme la même quantité de whisky que ce que je viens de dire par rapport au vin, on est de nouveau dans un aspect problématique. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que pour moi, il y a une différence entre le réseau social où on s'informe, où on lit des perspectives, parce qu'à ce moment-là, je le rajouterai dans la première partie que j'ai décrite tantôt, c'est-à-dire que je vais puiser de l'information pour me faire une idée sur un problème. OK? Versus aller décharger ma colère, ma frustration, être agressif, méchant envers les gens, comme on peut l'avoir sur le réseau social, ou être incapable de me séparer de mon téléphone au cas où je recevrais un message d'un ami ou d'une amie. Et c'est cette difficulté de se passer éventuellement de son réseau social qui va faire en sorte qu'on va avoir des difficultés de concentration qui vont se présenter. Puis, avant de finir, on a une question qui est rentrée qui est est-ce que vous avez des outils, des trucs pour entraîner son cerveau justement à rester concentré? Mais en fait, de travailler dans tout ce qui est gestion de notre stress, gestion de notre respiration, par exemple, juste de prendre conscience de la manière dont on respire et essayer d'amener le plus d'ouverture possible au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre, au besoin. Si c'est impossible, sauter sur place ou sauter sur une trampoline, juste déjà d'être capable de reprendre contact avec notre respiration et de ramener en fait une respiration qui va être saine et sereine. Il y a d'ailleurs de super de belles applications qui existent sur Internet qu'on peut utiliser pour entraîner justement cette fameuse cohérence cardiaque. Rien que déjà ça va être quelque chose de très utile. Deuxièmement, j'aurais envie de dire, essayez de couper tout ce qui est notification quand vous êtes concentré sur un travail pour ne pas être dérangé pendant une période de concentration. Allez vous oxygéner. Bon, tout à l'heure, Ariel disait que pendant plusieurs semaines, elle n'a pas pu sortir. Ça a dû être non évident. Moi, je vis au milieu des bois, donc ça ne m'aurait pas posé de problème. Mais en plein cœur de Montréal, c'est certain que c'est complexe. OK? Mais au-delà de ça, allons s'oxygéner, allons prendre l'air, prenons le soleil.
parce que ça fait partie des éléments qui vont faire en sorte qu'on revient en fait à une vie la plus saine possible et essayons de garder un rythme dans la vie qui est adéquat. Essayons de ne pas aller dormir vers 2, 3, 4, 5 heures du matin parce qu'on risque peut-être de débalancer complètement le rythme circadien et là, ça va être plus compliqué en fait à revenir, surtout si c'est à cause de l'usage des écrans. Maintenant, si c'est une nuit parce que vous avez un gros travail à remettre le lendemain, ben, c'est pas grave. Une nuit ne fait pas, une hirondelle ne fait pas le printemps. OK? Mais donc, de vraiment essayer de rester avec un rythme, essayer de ne pas avoir de téléphone dans votre lit, parce que là, ça va bloquer votre sommeil, le démarrage du sommeil ou des choses pareilles. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour essayer de réduire le plus possible notre capacité ou de mémoriser, entraîner votre comment dire, la mémorisation de numéros de téléphone, de données précises pour votre travail, parce que ça va alimenter votre capacité de mémorisation et faire en sorte que vous allez pouvoir mieux répondre aux exigences de vos études. Merci beaucoup, M. Monzé. Merci Avec beaucoup. plaisir. Je pense qu'on a un peu dépassé le temps qui nous est imparti. Alors, François, de ton côté, est-ce qu'il y aurait des questions qui ont été posées pour nos panélistes? Donc, outre la question que Julie a posée, non. Par contre, dans nos sondages, on voit que beaucoup ont été affectés par la crise, certains positivement, d'autres négativement, mais tous ou presque ressentent les limites du numérique. Je tiens à remercier nos deux jeunes panélistes qui s'exprimaient très bien, ont une très bonne connaissance en fait de leur propre personne, leurs objectifs. Monsieur Monzé, c'est aussi, je voulais rajouter tantôt, c'est un excellent apport, tous les petits trucs après les jeux, que ce soit les jeux de mémoire. Moi-même, en tant qu'anxieux, je ferme mon téléphone, 10 minutes d'exercice de respiration sur YouTube, c'est très, ça va très loin. Merci beaucoup, Madame Bellaman et Ahmed pour nous avoir parlé du programme Départ à 9. Et on tient à vous inviter aussi à notre prochain panel la semaine prochaine qui va porter sur le déconfinement et toutes les occasions d'emploi que ça peut générer pour la jeunesse. Et donc, on aura quelques panélistes dans l'employabilité qui parleront de leurs nouvelles, de leur deuxième, en fait, adaptation, étant donné que le déconfinement commence et que les commerces réouvrent. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout Au le monde. revoir. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.